8h09, on en parle avec Claude Montanet. Sera présenté ce matin lors d'une conférence de presse un nouveau livre sur les enfants de la Creuse. Et la particularité de cet ouvrage, c'est qu'il apporte un éclairage scientifique sur une histoire réunionnaise, une histoire qui suscite encore et toujours des réactions et qui reste encore méconnue. Et on en parle avec 2 des 4 membres de la commission d'information et de recherche sur les enfants de la Creuse. Toutes les réactions, les témoignages également au 02 62 99 2000. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Prosper Rêve, Wilfried Bertil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Manquent à l'appel les 2 autres membres de la commission, Gilles Gauvin et Philippe Vidal. Nous les saluons évidemment. Cet ouvrage sera présenté ce matin lors d'une conférence de presse et vous le faites quelque part en avant-première sur Réunion la Première ce matin. Pourquoi ce livre C'est un livre de plus sur une histoire douloureuse, Prosper Rêve. Non, ce n'est pas un livre de plus, c'est un livre qui est utile parce que il donne l'image de notre rapport. Le rapport était volumineux, un rapport qui a été demandé par le gouvernement en 2016 et qui a été rendu en 2018. Et pour rendre accessible au plus grand nombre, on a décidé de publier sous cette forme, sous ce format, dans cette collection, Idées reçues. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, c'est ça? Oui, sur l'histoire des enfants de la Creuse. Il y a beaucoup d'idées reçues. Et donc, non, pas du tout. Non, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du débat démocratique. Et donc, que les gens raisonnent et conçoivent le sujet de telle ou telle manière, c'est tout à fait normal. Puisque c'est un sujet qui a vraiment traumatisé quand même une partie de la population et qui a suscité beaucoup de débats, beaucoup d'interventions des médias. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait un certain nombre d'informations qui circulent et qui peuvent ne pas trouver toujours des explications. Mais le rôle de la commission n'était pas de jouer le rôle de procureur, de juge, ni d'avocat, mais de faire un travail scientifique. Et c'est pour transmettre les principales informations au plus grand nombre, aux enfants de la Creuse, mais aussi au plus grand nombre, que ce livre a été édité. Nous donnerons tout à l'heure quelques exemples d'idées reçues. Traumatisées, c'est vrai que cette histoire a traumatisé les Réunionnais, médiatisé également Wilfried Bertil depuis une vingtaine d'années au travers de témoignages souvent poignants. L'histoire complexe et douloureuse des enfants de la Creuse est encore, selon vous, largement méconnue du grand public, de l'opinion publique. Mais je voudrais un instant revenir sur la première question. Cet ouvrage, en fait, faisait partie de notre mission. C'est-à-dire, on nous avait dit, approfondissez la connaissance de cette affaire et diffusez-la. On l'a approfondi dans un rapport de 690 pages qui a été remis au gouvernement et on la diffuse, on la met à la portée du plus grand nombre dans un ouvrage à la fois qui a une certaine rigueur scientifique, mais en même temps qui est agréable à lire et qui donc permet de toucher un plus large public. Concernant sur le fait que cette histoire est encore méconnue, cette histoire est une partie de la population. Méconnu, non, tout le monde a entendu parler des enfants de la Creuse, c'est même quelque chose qui est très médiatisé. Maintenant, effectivement, sur le fond de l'affaire, elle est parfois méconnue, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il y a des idées reçues, c'est-à-dire des affirmations que tout le monde croit vraies, mais qui, sans être dépourvues d'une certaine base de véracité, méritent d'être nuancées parce que la situation est toujours plus complexe. Vous savez, les situations ne sont jamais tout à fait en noir et blanc. Concernant la médiatisation, c'est vrai que depuis le début des années 2000 et l'apparition de l'ouvrage de Jean-Jacques Martial et de son action en justice attaquant l'État pour un milliard d'euros. C'est ça, déportation, rafle, vol d'enfance et donc il demande
un préjudice de réparer un préjudice de 1 milliard d'euros. Je veux dire, c'était pour choquer certainement. C'est ça, la violence de son accusation, justement, déportation, rafle, et l'ampleur de la somme demandée avait justement pour but de choquer, et le but a été atteint formidablement. Ça a fonctionné selon vous? Ah oui, ça a atteint formidablement parce que Jean-Jacques Martial l'ouvrage de Jean-Jacques Martial a eu un grand retentissement, lui-même a été abondamment interviewé, etc. Et c'était le départ d'autres publications de récits de vie, de reportages, de documents audiovisuels, de films, etc. Et ça a été médiatisé au point que non seulement ça a été médiatisé, mais ça a été aussi porté sur le plan judiciaire. Et tous les recours judiciaires ayant été épuisés, l'affaire a été portée sur le plan politique. Et il y a eu la résolution mémorielle présentée par Mme Barège à l'Assemblée nationale en 2014 et la création du gouvernement d'une commission d'information temporaire à laquelle Prosper Ève, Gilles Gobin, Philippe Vital et moi-même, on a eu l'honneur de participer. Et donc voilà un petit peu la genèse de cette affaire. La médiatisation continue, ça continue à faire l'objet d'articles, de débats et d'ouvrages, même si l'ouvrage que nous présentons là se veut un ouvrage, disons, neutre, scientifique, qui ne veut pas du tout être sensationnel, qui ne veut pas non plus masquer les faits et qui essaye d'allier, comme je disais tout à l'heure, la rigueur scientifique à une certaine facilité de lecture. Alors, une question simple, et d'ailleurs vous l'expliquez dans le livre qui est paru, c'est est-ce que vraiment Prosper Ève, Michel Debré a organisé l'envoi d'enfants réunionnais en France? Idée reçue ou pas? Oui, effectivement, c'est une idée reçue parce que le système n'a pas été mis en place par Michel Debré. En fait, depuis les années 30, à La Réunion, le problème du surpeuplement est posé. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, des commissions d'enquête sont envoyées pour étudier à Madagascar, pour étudier ce problème du surpeuplement de l'île et de trouver des solutions. Et dans les années 50, on a donc le BDPA, le Bureau pour la promotion du développement agricole, qui va donc décider d'envoyer le trop-plein à Madagascar, et c'est comme ça qu'on a le phénomène de la Sakai. Et lorsque Madagascar devient indépendante en 1960, il n'est plus question d'envoyer des Réunionnais à Madagascar, et à ce moment-là, eh bien, on pense à la France. Et, pour quelle raison? Parce que la France avait besoin. Parce que la France, bien sûr, après a besoin de main-d'œuvre. Et donc, on a beaucoup d'Algériens, de Portugais, etc. qui viennent. Donc, on a besoin de main-d'œuvre. Donc, les Réunionnais peuvent trouver du travail. Et donc, c'est dans cette voie-là que, dès 1962, eh bien, il est prévu d'envoyer des Réunionnais pour se former en France, donc des jeunes, pour se former et pour ensuite s'insérer. Donc, en 1962, on a déjà 135 Réunionnais qui partent. Et donc, on voit que le phénomène d'envoi de Réunionnais pour se former en France est déjà mis en place avant l'élection de Michel Debré et avant qu'il devienne député ici à La Réunion en 1963. Et quand le Bumidum se met en place, eh bien, ça prend le relais de ce qui avait été commencé avant. Et c'est le Bumidum qui va être utilisé, qui faisait partir donc des jeunes, qui va être utilisé pour faire partir eh bien, des enfants. Parce qu'à La Réunion, il n'y avait pas suffisamment de foyers, il n'y avait pas suffisamment de maisons d'accueil. Et donc, entre DAS, on s'était entendu pour faire partir eh bien, les jeunes qui pouvaient être adoptés. Et c'est dans ce contexte-là que Debré, c'est un républicain. Il y a le 4e plan avait défini eh bien, la migration comme solution au surpeuplement. Et donc, on avait fixé un quota de départ. Donc, quand il arrive, eh bien, c'est vrai qu'il va tout mettre en œuvre pour que cette politique migratoire réussisse. Et à ce niveau-là, il s'est vraiment investi. Il va accélérer le phénomène. Voilà. Le phénomène, oui. Voilà. Ouais. Mais dans cette
politique migratoire, les enfants qui partent représentent quand même un pourcentage minime, parce qu'il y a plus d'adultes et aussi de jeunes qui vont en formation professionnelle. Il y a 30% de jeunes qui vont en formation professionnelle. Les idées reçues sur la transplantation de mineurs de la Réunion en France, on en parle avec vous au standard de la première au 02 62 99 2000 avec nos invités, l'historien Prosper Ève et l'universitaire Wilfried Bertil. Tous les deux sont membres de la commission temporaire d'information et de recherche historique sur les enfants de la Creuse, 02 62 99 2000. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Nous parlions tout à l'heure de Michel Debré et sur ma page Facebook, Wilfried Bertil, Fernand qui dit « Je pense qu'il a cru bien faire pour aider les familles dans la misère ». Oui, pour résumer l'affaire de Michel Debré, il n'était pas à l'origine de la migration des enfants de la Creuse, mais et de la migration en général, mais il leur a donné une ampleur considérable par le fait de sa puissance politique, puisqu'il était député et souvent ministre. Concernant les motivations, c'est évident que Michel Debré, c'est quand même pas un monstre, même s'il appartient à un camp politique qui n'est pas le mien, mais ministre et député aussi de c'est ça, député de la Réunion, donc il a cru bien faire pour aider effectivement sortir des gens de la misère. En même temps, il utilisait aussi la migration pour alléger la pression sociale à la Réunion, à diminuer le nombre de miséreux, la pression démographique, pour éviter que les gens pauvres, dans le désespoir, n'alimentent les rangs du Parti communiste réunionnais qui demandait l'autonomie. Donc je veux dire, les mobiles ne sont jamais uniques. Il y a toujours un faisceau de raisons qui expliquent une décision politique et la mise en œuvre d'une politique. Alors, il y a Ludovic qui nous dit, mais pourquoi utilise-t-on des termes historiques tels que la déportation ou plus médicaux, comme dit Ludovic, comme transplantation? Prosper Ève. Alors, des termes aussi forts. Alors, si vous voulez, le thème déportation, effectivement, est un thème très fort, puisque quand on pense à la déportation, on pense plutôt à la Seconde Guerre mondiale, on pense aux Juifs qui ont été envoyés dans les camps de concentration. Et ce sont les pédopsychiatres qui ont utilisé ce terme-là, et les politiques ont contesté, notamment Michel Debré n'a pas contesté lorsque ce terme a été utilisé. Mais donc nous, dans le rapport, on a plutôt utilisé le terme de transplantation, puisque ce sont bien des individus qui ont été retirés d'un espace et envoyés dans un autre espace. Et pour réussir son insertion dans ce nouvel espace, eh bien, il faut à tout prix s'investir. Eh bien, il s'agit bien d'une transplantation. On quitte un espace pour aller s'implanter dans un autre. Eh bien, si on ne réussit pas son insertion, eh bien, on aura beaucoup de traumatismes et on aura, ce sera l'échec. Il y a eu des traumatismes. Oui, et des échecs. Chez des pour enfants de la éviter Creuse. l'échec, il faut que ça soit réussi. Et donc, le terme transplantation traduit bien cette réalité-là. Et c'est pourquoi le terme migration est utilisé souvent, mais c'est un terme générique. Tandis que là, comme il s'agit d'une population particulière, nous avons préféré utiliser ce terme transplantation qui correspond mieux à la réalité de la situation. Oui, beaucoup d'enfants de la Creuse ne sont pas d'accord avec ce mot. Pour eux, c'est une déportation, Prosper Ève. Ils le crient haut et fort, parlent même de déracinement. Oui, mais déracinement, oui, puisqu'il y a déracinement. Je dis bien, on quitte un espace, donc on est déraciné dans cet espace, il faut s'enraciner dans notre espace. Et si cet enracinement ne se produit pas, c'est à ce moment-là qu'il y a forcément contestation et demande de réparation aussi. C'est parce que souvent ça n'a pas été réussi. Wilfried Bertil, ce mot de transplantation, déportation, oui, ce sont des mots qui font toujours polémique. Oui, le problème, c'est comment caractériser ce qui s'est passé. Oui, oui. Alors, soit effectivement, on édulcore les choses et on dit on a fait migrer des enfants réunionnais en France métropolitaine, soit on aggrave, on va à l'autre bout de l'échelle et on dit c'est une déportation. Bon.
moi, je pense que déportation, il ne faut pas exagérer. Demander aux Juifs qui ont été mis dans des wagons plombés, qui sont partis vers les camps de concentration et qui n'en sont pas revenus, c'est ça la déportation. Donc il faut quand même raison garder. On a utilisé le mot transplantation après de longs débats. Pourquoi? Et Prosper vient de l'expliquer largement. Il arrache un petit pied de bois à La Réunion, là il s'est replanté à lui là-bas en France. Et les Réunionnais savent très bien ce que veut dire une transplantation, ou arrache un petit arbre avec ses racines, ou replante à lui à un autre endroit. Des fois lui pousse, des fois lui pousse pas, et c'est ce qui est arrivé aux enfants de la Creuse avec tous les drames. Quand on replante un pied de bois, des fois lui pousse pas, lui apprend de l'eau, lui dépérit, etc. Et c'est ce qui est arrivé aux enfants de la Creuse. Donc c'est effectivement un mouvement qui s'est accompagné de beaucoup de souffrances, de beaucoup de traumatismes, mais chaque cas est un cas particulier et c'est sûr que c'est un épisode de notre histoire qui marque les gens, oui. C'est une affaire qui continue de défrayer la chronique et elle reste encore largement méconnue. Et pour mieux connaître cette histoire et pour aussi en finir avec les idées reçues, un livre est paru. Sa présentation actuellement en ce moment sur Réunion la Première, c'est justement en avant-première puisque la conférence de presse aura lieu seulement à 10h30. Et merci de nous faire ce cadeau. Beaucoup de questions nous trottent dans la tête. Wilfried Bertil et Prosper Ève, nous les appelons les enfants de la Creuse. Ils étaient grands, ils étaient majeurs et les enfants, les tout petits, n'étaient pas très nombreux. Prosper Ève. Oui, effectivement, la plupart des jeunes qui sont partis, ils avaient entre 14 et 21 ans à un moment donné, quand la majorité est à 21 ans. Et puis, il y a une petite frange d'enfants, de bébés, de tout jeunes enfants qui ont été envoyés pour être adoptés, pour être placés d'abord dans une famille d'accueil, puis pour trouver une famille d'adoption. Et les jeunes qui sont partis, eh bien, ils allaient pour une formation professionnelle. Et c'est à ce niveau-là, puisque eux, ce sont des jeunes, ils sont juste après leur adolescence, ils sont en train d'être formés et de se former. C'est tout à fait normal que l'initiation à ce moment-là soit extrêmement difficile. Et il y a eu des cas de révolte intérieure, de mauvaise implantation. Il faut s'adapter à tout, il faut s'adapter au climat, il faut s'adapter à la langue, il faut s'adapter à la nourriture. Donc, on comprend bien que les traumatismes ont été nombreux. Et lorsque ces jeunes qui étaient orientés vers telle ou telle voie professionnelle ne s'y plaisaient pas et préféraient aller dans telle autre direction, on peut comprendre que les sujets de mécontentement pouvaient être nombreux pour certains en tout cas. Oui, Wilfried Bertil. Oui, pour répondre à la question de Claude Montanet, ils étaient ni enfants ni de la Creuse. 80 départements. Prosper vient d'expliquer qu'il y avait un bon tiers qui avait entre 14 et 21 ans, donc ils n'étaient plus tout à fait des enfants, c'était des adolescents et des jeunes adultes. Et puis, il y avait eu la Creuse, évidemment, qui a reçu le plus d'enfants, mais 10% des enfants, ce qui représente pas énormément, ça représente pas énormément, 200, un petit peu plus de 200, et ils ont été répartis dans 83 départements, donc c'est encore une idée reçue, donc ils n'étaient ni enfants ni de la Creuse, mais ils étaient enfants et aussi de la Creuse et aussi d'autres choses. Ceux qui nous écoutent ce matin sur Réunion la Première, vous ne craignez pas que ça les froisse un tout petit peu, là, ce que nous sommes en train de dire? Parce qu'ils sont persuadés du contraire. C'est-à-dire certains auditeurs sont persuadés du contraire, de l'existence de cette voiture rouge, parce qu'on parlait de cette voiture rouge, que Michel Debré était vraiment à la tête de ce départ d'enfants, donc plus de 2000 marmailles qui sont partis, qu'ils étaient tous quasiment des enfants noirs, donc oui, vous avez des Réunionnais qui sont persuadés de ça. Alors je reprends concernant Michel Debré. Nous ne disons pas qu'il n'a pas eu sa part de responsabilité, mais c'est un instant T, d'accord? Mais le système n'a pas été mis en place par Michel Debré. Et ensuite, quand le système de départ d'enfants est mis en place, ce sont les DAS qui organisent. Ce sont les directeurs de la population au départ qui vont être transformés en direction départementale de l'action sanitaire et sociale après 1964. Donc, ce sont des directeurs qui se connaissent et qui ont l'habitude de travailler comme ça, c'est-à-dire de faire circuler les enfants pour remplir les foyers. Et donc, comme ils avaient l'habitude de travailler comme ça en France hexagonale, eh bien, quand ils sont nommés ici, ils vont travailler pareillement. Sauf que, eh bien, La Réunion est une île
qui est situé à une distance beaucoup plus importante qu'entre Lille et Paris, Lille et Marseille, d'accord. Donc, même les Antilles, la France. Et la France, donc on n'a pas tenu compte de la distance, on n'a pas tenu compte de la langue, on n'a pas tenu compte du climat, on n'a pas tenu compte des capacités des uns et des autres pour pouvoir s'insérer dans cette société nouvelle. Donc ce sont des paysages nouveaux, même la géographie. Non pas la ici, ils voient des champs de canne. Au moment où ils quittent, il y a encore des courants d'air. Là-bas, ils vont être confrontés aux trains, etc. Donc ce sont quand même des chocs émotionnels très profonds qu'ils vont subir. Et donc... choc de la culture aussi. Hein. Choc de culture, bien évidemment. Et donc, le fond de l'affaire, Debré, oui, a sa part de responsabilité, mais les directeurs de la population puis de la santé ont aussi une part de responsabilité importante, puisque ce sont eux qui insufflent la politique qu'ils doivent mener pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Et là, c'était un problème de manque de place pour accueillir les enfants, soit en tant qu'enfants à adopter, soit en tant qu'enfants qui sont recueillis temporairement et qui peuvent devenir ensuite pupilles d'État. Avant de partir au standard, Midon azote quelques réactions de nos internautes et particulièrement sur ma page Facebook, Marie-Yolande qui dit que le dos de Michel Debré est large, pauvre homme à qui on impute tous les maux des Réunionnais. Et puis alors vous avez Julie qui dit qu'il est l'un des responsables éclairés, bien conscients de la réalité qui attendait les Réunionnais. Wilfried Berthier. Les deux appréciations sont justes. On impute effectivement à Michel Debré beaucoup de choses qu'il n'a pas faites, mais ça c'est le lot de tous les politiques. Et puis effectivement il a eu conscience de ce qui a été souligné par l'auteur. Non, mais vous avez parlé d'un certain nombre d'idées reçues. Effectivement, l'auto rouge. Pérez pourrait en parler beaucoup puisque ça fait partie de toutes les peurs de la Réunion. Les enfants noirs, on n'a fait partie que des enfants noirs, mais c'est ce que les gens disent parfois. Mais il y a eu des interventions, et je suis bien placé pour le savoir, parce qu'à l'époque j'étais élu, il y a eu des interventions, mais moi je n'étais pas évidemment dans l'équipe, mais il y avait des conseillers généraux qui ont écrit au gouvernement pour dire qu'on faisait partir justement trop d'enfants blancs et que la Réunion allait devenir noire entre les mains des Malbars, etc. Donc il fallait faire partir des gens de couleur et notamment des Réunionnais d'origine indienne parce que, je cite les élus de droite de l'époque, ils n'étaient pas suffisamment intégrés dans la communauté nationale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vraiment la vérité, à la Réunion nous dit d'une seule couleur, mais en réalité elle est très nuancée et que le rôle justement des universitaires, et c'est la difficulté de leur tâche, mais aussi la grandeur de leur tâche, c'est d'essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, de démêler le vrai du faux, etc. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens démarquent en tour sur des idées reçues. Oui, alors c'est Capitaine qui dit Zot l'a envoyé en exil plusieurs familles réunionnaises qui, selon Zot, détroublent l'ordre public. Prosper rêve, avant d'aller écouter Charles de Saint-Benoît. 60. Oui, ça c'est... Voilà, on n'est pas du tout dans la même histoire, surtout. Oui. En fait, Wilfried tout à l'heure a signalé le fait que, en fond de décor de cette politique qui est menée là, il s'agit aussi de se séparer de jeunes en situation difficile, qui connaissent la misère et qui pourraient aller grossir les rangs du Parti communiste réunionnais. Ça, c'est une réalité. Mais en même temps, il y avait, à l'époque, comme idée reçue aussi, il y a un surpeuplement et qu'on n'a pas la possibilité, le marché du travail n'est pas suffisamment étoffé ici pour accueillir tous les jeunes qui, chaque année, arrivent sur le marché de l'emploi, et qu'il fallait faire partir. Donc ça, c'était aussi un discours que l'on retrouvait chez les politiques. Donc à peu près tous les politiques ont partagé cette idée qu'il y avait un trop-plein démographique qu'il fallait faire partir. Et aujourd'hui, quand on raisonne, on voit très bien que ce discours n'était pas très cohérent, puisque à l'époque, au départ, on est à 300 000, 400 000, et aujourd'hui, on est à plus de 800 000, et on va se rapprocher du million. Mais aujourd'hui, personne n'évoque plus la question du surpeuplement. Nous allons écouter Charles avant Jean-Jacques. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, allez-y. Oui,
Moi, je voudrais revenir sur les appellations de ce qui s'est passé là concernant les enfants de la Creuse. Vous parliez de transplantation et non de déportation. Moi, j'ai un témoignage concret, puisqu'il s'agit de mon grand frère. Hein. Il habite actuellement en métropole. Quand on prend un enfant en mentant aux parents, en faisant croire aux parents qu'on va ramener l'enfant avec un diplôme et qu'il reviendra travailler à La Réunion et qu'il fallait le signer avec un blanc-seing son départ et que des années ensuite, l'enfant disparaît dans la nature, vous appelez ça comment? Certes, ce n'est pas injuste qu'on met dans un wagon, comme dit M. Wilfried Béatil, c'est vrai, il y a des nuances à prendre en compte. Mais quand on prend un enfant de 13 ans, il avait 13 ans quand il est parti, on habitait à l'époque à Sainte-Marie, moi j'étais même pas né, aujourd'hui il a 60 ans passés, il a tellement souffert, ce monsieur-là, qu'il n'ose même plus en parler. On l'a emmené dans un foyer à Guéret, donc bien dans la région de la Creuse, hein, et on l'a mis dans des fermes où il dormait, on l'appelait le petit Noiron. Pourtant, il n'était pas si black que ça, hein. Il est, je dirais, un peu métissé, quoi, un peu comme beaucoup de Réunionnais. Hein. Entre M. Béatil et M. Prosper M, d'ailleurs, la couleur entre les deux. Et donc, ça nous connaît un autre pays, ça. Je les connais bien, je les écoute régulièrement et je vais acheter le livre qui est sorti là, parce que ça m'intéresse de connaître la version de technicien, d'historien sur cette affaire, mais peut-être que sur l'ensemble des cas, ce n'était pas une déportation, mais sur des cas précis s'agissant des enfants notamment, parce que pour moi, quelqu'un qui est présent, c'est encore un enfant, hein, sa maturité n'est pas faite, et c'est ce qui s'est passé pour mon frère. Et il s'est retrouvé, donc, je disais, à Guéret, dans une famille paysanne, oui. Soi-disant, l'objectif initial était de donner une formation. Et là, il s'est retrouvé dans une ferme, ne sachant pas quoi faire. Et là, pendant l'hiver, il dormait sous les foins. Il n'avait même pas le droit de rentrer dans la maison. Si ça, c'est pas un déracinement, une déportation, je ne sais pas comment sur le déracinement, nous sommes tous d'accord, hein, mais on va avoir l'éclairage de Wilfried Bertil. Merci Charles. Oui, chaque enfant transplanté est un cas particulier. Et le ressenti du frère de notre auditeur est effectivement catastrophique, je veux dire, il est profondément traumatisé. Et il y a eu d'ailleurs énormément de souffrances, parfois ça a débouché sur des suicides, donc il n'est pas du tout de notre propos de minimiser quoi que ce soit, les souffrances, et elles sont énormes. Et des gens ont été cassés toute leur vie par le traumatisme qu'ils ont subi. Cela dit, chaque cas est un cas particulier. Il y avait des gens pour qui ça s'est très bien passé, parce qu'ils ont été adoptés dans des familles aimantes, etc. Une majorité sur les 2000 ou alors une minorité? J'allais dire, sans vouloir... on n'a pas de statistiques et personne ne peut dire que ça a été une catastrophe pour tout le monde. Moi, je pense que sur les deux bouts de l'omelette, c'est-à-dire aux extrêmes, il y a des gens qui ont énormément bien réussi. Il y a des gens qui ont totalement sombré. Mais au milieu, il y a un corps central de gens un peu mal dans leur peau, qui ont des difficultés à s'insérer en France métropolitaine, qui vivent toujours avec quelque part un mal-être. Mais là encore, comme je dis, chacun a un ressenti et a un vécu particulier. Chacun des 2015 enfants transplantés sont des cas spécifiques. Oui, Prosper Ève, avant d'écouter Jean-Jacques. Alors, Charles pose un vrai problème, c'est-à-dire que l'accueil qui a été réservé par certains maîtres enseignants, hein, puisqu'il était accueilli là comme apprenti, le mauvais accueil qui a été réservé par ces familles d'agriculteurs aux jeunes réunionnais qui étaient en formation chez eux. Donc c'est un vrai problème et certains ont souffert un vrai martyre et ils évoquent ce point fondamental. Il faut reconnaître que beaucoup de jeunes, parce que là il parle d'un jeune qui est parti à 13 ans, donc c'est bien la fourchette qui nous intéresse, ce jeune a été très mal accueilli alors qu'il était allé en formation, là une formation agricole. Eh bien, il a été très mal accueilli. Parce que on voit bien que il y a le système, c'est-à-dire il y a l'État,
mais il y a aussi les êtres humains, ceux qui emploient, et ceux qui emploient, eh bien, qui parfois, eh bien, ont des méthodes de management qui sont extrêmement sévères, et ils ont l'habitude de travailler ainsi avec leurs travailleurs. Ils n'allaient pas changer, et peut-être traitaient-ils aussi pareillement leurs enfants. Donc ils n'allaient pas changer leur méthode de travail pour des jeunes réunionnais. Et là, ils posent un deuxième problème, c'est le problème du racisme. Ces jeunes qui arrivent dans ces milieux d'agriculteurs avec une mentalité assez particulière, eh bien, quand ils sont en face de ces jeunes qui sont finalement en situation de détresse et qui sont démunis puisqu'ils ne sont pas chez eux, ils sont pupilles de l'État, eh bien, ils se comportent en potentats et ils agressent ces enfants. Et c'est ça le problème de fond. C'est que certes, l'État a ses responsabilités, certes, le département a aussi ses responsabilités, la DAS, locale a ses responsabilités, mais les familles qui ont mal accueilli les jeunes réunionnais qui sont partis en France, soi-disant en formation professionnelle, ces familles-là ont aussi leur part de responsabilité dans le malheur de ces jeunes. Et on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de responsables dans cette histoire des enfants de la Creuse. Nous allons écouter, parce qu'il patiente depuis un petit moment au standard de la première, c'est Jean-Jacques de Saint-Paul. Bienvenue Jean-Jacques, bonjour. Oui, bonjour aux éditeurs. Je connais assez peu de gens qui ont émigré de cette façon-là en métropole. Je connais essentiellement une famille. C'est une famille de 13 enfants qui était du sud de la Réunion et qui était, disons, Yab, de peau blanche. Bon. Ces enfants ont été envoyés là-bas et par le BUINOM, ils ont été classés, etc. Et parmi ces 13 enfants, il n'y en a eu que 10 qui sont partis. Bon, ils ont tous assez bien réussi en métropole. Et ceux qui sont restés à La Réunion, c'est ceux qui ont le plus mal réussi. Et même qui continuent à l'heure actuelle à se traîner et qui n'ont pas fait une vie, qui n'ont pas réussi leur vie, quoi. Donc en métropole, ils ont trouvé un premier travail, ensuite un deuxième, ensuite un troisième, ils ont monté à chaque fois, ils se sont mariés, ils ont monté l'échelle et finalement ça s'est très très bien passé pour eux. Alors certainement il y en a eu chez qui ça s'est mal passé, mais il y a eu des cas réussis et moi c'est la seule famille que je connais et au départ c'était une famille malheureuse de 13 enfants. Tous ceux qui ont réussi, c'est ceux qui sont partis et qui reviennent régulièrement à La Réunion et apparemment sont très heureux. Il y a aucun, je savais même pas pour certains qu'ils étaient partis, notamment ils étaient bien insérés en métropole. Oui, mais là vous parlez de l'aventure Bumidum, là, c'est ça Jean-Jacques, hein? Oui, Bumidum, oui. Oui. Bumidum et les enfants. Bumidum, hein? Oui, Oui, mais Wilfried Berthier. la différence est ténue entre le Bumidum et l'affaire des enfants de la Creuse. Parce que, comme Prosper l'a dit au début, beaucoup d'enfants, un tiers à peu près des enfants avaient entre 14 et 21 ans, donc étaient similaires aux jeunes adultes que le Bumidum envoyait en France pour suivre une formation ou occuper un emploi. Et puis ce qu'on ignore souvent, c'est qu'il y a eu certes 2000 enfants réunionnais qui sont partis arrachés de leur île vers la métropole, mais il y en a eu plus de 30 000 que le Bumidum envoyait en France dans le cadre des regroupements familiaux. Il est vrai que ces enfants-là partaient rejoindre un parent ou une famille en France métropolitaine, mais le gros des enfants qui avaient été envoyés en France métropolitaine, et c'était les regroupements familiaux, ce n'était pas les pupilles du Bumidum. Je voudrais revenir une petite minute sur l'affaire des agriculteurs. Il faut pas oublier qu'on est dans la France des années 60-70. Les fermiers, on est fermiers de la Creuse dans les années 60-70. Ouais. Un trou de bébête en France, la Creuse. Hein. Donc on imagine à l'époque comment vivaient il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Et le monde rural français était très dur à l'époque. Les paysans eux-mêmes étaient très durs à l'ouvrage. Et puis évidemment, en trouvant quelqu'un qui vient de l'extérieur, effectivement, on l'exploitait plus que les autres. Parfois même, on faisait le chien avec lui. Tout ça existe.
existe, mais on a étudié le cas de la Creuse, il y a eu 215 enfants qui ont été envoyés, il y a eu 10 enfants qui ont été placés chez des fermiers, il y a eu, à l'issue de leur formation, comme expliquait Prosper Ève, 6 ont demandé à renouveler leur contrat, 4 se sont sentis maltraités et se sont barrés en quelque sorte, pour m'exprimer un peu vulgairement. Donc voilà un petit peu la réalité des choses, mais c'est vrai que cette affaire des fermiers esclavagistes a énormément imprégné la mentalité des enfants de la Creuse et colle à cette affaire-là comme le sparadrap du capitaine Haddock. Toutes les questions que Zoti pose à Zot sur les enfants de la Creuse, eh bien les réponses se trouvent dans un ouvrage sur ces enfants de la Creuse, publié aux éditions du Cavalier Bleu dans la collection des idées reçues, un livre qui sera présenté tout à l'heure lors d'une conférence de presse, et on en parle déjà bien avant la conférence de presse sur Réunion la Première. À 9h-10, Jean-Luc est avec nous de Saint-Pierre. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. J'écoute à Zot depuis tout à l'heure. Mané un peu mal à mon réunité en entendant ça. Même si tu envoyé seulement un seul enfant dans la Creuse contre Zogdré, c'était déjà trop. Et nous, en entend ce matin, on dirait que c'était pas trop grave, c'est rien. Parle ça au machin des Juifs et tout ça. N'a rien à voir. Mais un seul marmaille qui n'aurait été pris ici pour amener dans la Creuse contre Zogdré, et m'y connaît personnellement. Mal à rencontrer comment tu travailles en France, des gens qui avaient réussi, ils ont dit. Heureusement que l'année un peu l'a réussi. Même si la plupart ont réussi, il n'empêche pas qu'au départ, ce n'était pas une bonne idée. C'est carrément une mauvaise idée d'envoyer une maman là-bas contre Zogdré en abusant ses autres parents qu'elle était malheureuse ici, qu'elle était en mentant et tout ça. Même si tu envoies rien qu'un, c'est grave. Et mis en temps là, on dirait que rien que 200, c'est pas beaucoup. Non. Un seul tégraphe, c'était une grosse erreur, une grossière erreur. Livre, il peut écrire n'importe comment, mais ce monde-là, c'est une histoire assez récente. Nous connaissons ça. Ça n'est pas une histoire qui raconte à nous dans 300 ans à se passer. Je connais personnellement des gens, même dans ma famille, qui a été là-bas. Je connais même un qui a bien réussi et il travaille là-bas toujours. Mais il n'a pas encore longtemps, il est arrivé, il a parti de son famille Sainte-Marie, parce que tout soit dit, ils sont Sainte-Marie. Ouais. Jean-Luc, nous va écouter, mais comme il disait tout à l'heure, Wilfred Bertil et Prosper Ève, voilà, ça froisse, ça risque de froisser vraiment. Et là, c'est la preuve avec Jean-Luc, qui n'est pas du tout d'accord avec ce qui se dit ce matin sur la première. Wilfred Bertil. Nous regrettons que c'est l'impression que Jean-Luc Nana de notre intervention. Parce que moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Jean-Luc l'a dit. Parce que, effectivement, le côté scandaleux de cette affaire, c'est que, justement, on a chosifié les enfants. On les a envoyés en France sans leur demander leur avis, parce qu'à l'époque aussi, d'ailleurs, l'enfant était considéré comme une chose. Depuis, le droit de l'enfant a évolué dans notre législation et dans le regard des gens, et maintenant, l'enfant n'a des droits. Mais à l'époque, l'enfant était encore une chose, malheureusement, considérée comme ça, mais lui, il a entièrement raison. C'était des marmailles pauvres. C'était des marmailles pauvres ou abandonnées. Ou abandonnées. Mais des marmailles que l'avait un papa et une maman. Pas toujours. Pas toujours. Avec tous l'été ou des enfants en souffrance sociale abandonnés. En toute façon, c'était des enfants qui étaient confiés pour une raison ou pour une autre à la DAS. On n'est pas parti prendre des gens comme ça chez eux. Mais ce que je veux dire, c'est que notre auditeur-là, lui, a entièrement raison. L'aspect scandaleux, c'est qu'on a disposé des enfants et qu'on l'a transporté comme un petit paquet. Mais après, le reste, c'est des migrations, c'est les trajectoires individuelles, comme notre auditeur lui-même il reconnaît. Il y en a des trajectoires, elle était bien, il y en a des trajectoires, elle était mal, la veille était très bien, la veille était très mal. Il y en a beaucoup, la plupart des trajectoires, elle était entre les deux. Merci Jean-Luc. Nous allons retrouver Yves Gruyer, puis nous allons continuer évidemment donc, en parler de cette histoire des enfants de la Creuse jusqu'à 9h sur la première. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Très rapidement, avant d'avoir Marie de Saint-Benoît, la résolution mémorielle de 2014 portée par la députée à l'époque, donc Erika Barretch, est-ce que ça veut dire qu'elle est inutile, cette résolution? Non, elle n'est pas inutile. C'est une question de Philippe. Oui, non, elle n'est pas inutile. D'abord, cette résolution demande à ce que la connaissance historique de cette affaire soit approfondie.
Et donc, une commission a été nommée en 2016 pour travailler sur le plan historique, géographique, sociologique, donc sur les différents angles. Et ce rapport a été remis en 2018. Et vous êtes quatre dans cette commission temporaire d'information et de recherche scientifique. Ensuite, cette résolution reconnaît la responsabilité morale de l'État, alors que toutes les plaintes qui ont été déposées au niveau judiciaire se sont soldées par des échecs. Eh bien, là, dans cette résolution, c'est reconnu qu'il s'agit que l'État porte sa part de responsabilité morale. Et en 2017, le président de la République lui-même a reconnu cette responsabilité de l'État. Donc la résolution n'a pas été inutile. Et la résolution demandait aussi à ce que cette connaissance soit divulguée. Eh bien, il y a eu le rapport, et aujourd'hui, dans ce petit volume, eh bien, on essaie de rendre toutes ces informations, de rendre la connaissance au plus grand nombre. Donc, la résolution sert bien à quelque chose. Marie de Saint-Benoît, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Marie, bonjour. Très, très vite, s'il vous plaît. Alors, moi, c'était juste, voilà, donc je respecte, comme je dis, voilà, ce que vous faites, hein, sur Poster Eve et Edith Bertil, mais je pense que le meilleur livre qu'on pourrait faire, c'est plus que les personnes qui ont vécu ça puissent, voilà, sortir un livre, que les gens puissent dire ce qu'ils ont vécu. Parce que il y a énormément de gens qui ont souffert. Effectivement, il y a des personnes qui ont réussi professionnellement, ça c'est une chose, mais comme personne, ces personnes sont complètement déchirées parce qu'on leur a, on leur a enlevé leur nom, on leur a pas dit, par exemple, voilà, on leur a caché leur vrai nom, voilà, ils se sont retrouvés avec un autre nom. Et c'est des années plus tard qu'ils se sont rendus compte, effectivement, qu'on leur a caché tout ça, vous voyez. Après, je voulais rapidement aussi dire que, voilà, le bimidum, c'est une chose, et les enfants de la Creuse, c'est une autre. Oui. Et les enfants de la Creuse, c'est une autre chose. Voilà, parce que le bimidum, c'était des adultes, d'accord. Effectivement, il y en a qui ont dit, bon, voilà, on les avait envoyés là-bas pour travailler dans tel domaine, et finalement, se sont retrouvés à faire autre chose, femmes de ménage, etc., d'accord. Mais c'était quand même des adultes, ok. Les enfants de la Creuse, c'est autre chose. On les a déracinés. Oui, Marie, je vous dis, merci, mais la réponse très rapide de Wilfried Bertil, s'il vous plaît. Merci, Marie. Il y a eu beaucoup de récits de vie. Et donc, et c'est pour nous une source extraordinaire, puisque les enfants de la Creuse, ils sont évidemment les seuls qualifiés pour parler de ce qui s'est passé. Mais nous, on a essayé de donner un éclairage scientifique et donc de mettre un terme à un certain nombre d'idées reçues. Mais ça n'enlève pas ce qu'a dit un de nos anciens auditeurs, c'est que c'était une chose relativement abominable, puisqu'on a disposé d'enfants sans leur demander leur avis. Et c'est ça la responsabilité morale de l'État dont a parlé Prosper. Les idées reçues sur la transplantation de mineurs de la Réunion en France. Merci à vous, Prosper Rêve et Wilfried Bertil. Vous êtes tous les deux membres de la commission temporaire d'information et de recherche historique sur les enfants de la Creuse. On n'oublie pas non plus Gilles Gauvin et Philippe Vital. Merci beaucoup. Il est 9h01 sur